Salut à toi YouTube qui regarde cette rediffusion, j'espère que tu vas prendre du bon temps, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire, ça aide à faire remonter la vidéo dans l'algorithme, et puis aussi à t'abonner, comme ça tu pourras recevoir toutes les prochaines vidéos. Ici c'est les rediffusions de live qu'il y a sur la chaîne Twitch de Crypto Future, le lien est en description, ainsi que tous les réseaux sociaux de Crypto Future et des miens. Depuis hier je suis proprio de mes cryptos grâce à ma ledger, plutôt cool comme sentiment. Moi j'ai demandé ça pour Noël, ledger à mes parents pour Noël. Ouais, mon père est un peu dans la crypto, il a dit je vais peut-être en prendre une. En plus je lui ai dit maintenant c'est hyper simple, t'as des applications directement intégrées à Ledger, tu peux t'acheter directement tes cryptos avec ta carte bleue à la limite, ou alors à la limite tu l'achètes sur Binance et puis tu les transfères direct. Et du coup il a dit ouais je vais peut-être en prendre une, on sait jamais. Donc du coup je suis plus content. J'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais vous le montrer. En gros j'ai fait une émission, si vous n'avez pas vu, jeudi avec Crypto Future et Iril sur ma chaîne Twitch. En gros c'est un espèce de question pour un champion mais à la mode crypto en fait. Et du coup là je vous ai sorti le making of. Donc voilà c'est le making of de Crypto Masters. J'ai filmé pendant un mois, plus d'un mois et demi, comment je l'ai créé l'émission, comment j'ai contacté les participants, etc. De toute façon il y aura 2 éditions. Hein. Je vais essayer, on va essayer avec l'équipe, prochaine édition juste avant les vacances de Noël. Ou alors au début des vacances de Noël. Histoire que tout le monde soit bien en vacances, etc. Tout le monde soit bien au courant. Tout le monde ait bien rien à faire pour regarder que ça. Et sur la chaîne YouTube, il y aura une rediff mercredi. Il y aura beaucoup de cuts, histoire que ça soit un peu plus digeste en fait, parce que des fois il y a dans la rediffusion c'était un peu compliqué. Si vous voulez aller voir la vidéo making of, n'hésitez pas. On va commencer sur une analyse du Bitcoin, comme d'habitude. Et puis ensuite on partira sur les news un petit peu. Comment les gens réagissent par rapport à la suite de l'affaire FTX. Le fait que CZ attaque encore Binance. Bon finalement il s'est ravisé mais on verra ça. Et puis on pourra parler comme d'habitude, vous pourrez me poser des questions et tout, y a pas de souci. Après un crash d'environ 25%, stabilisation, on retourne dans un range et on a lâché beaucoup de monde. En effet, il y a 3 semaines on a crashé, je vous rappelle, avec FTX, et on avait déjà l'impression d'être sur un petit peu un socle, un premier sol. Puis là avec FTX ça a vraiment mis le coup de massue. Et là on a vraiment l'impression qu'on revient sur un deuxième sol, ça fait que ranger depuis des jours et des jours. Limite même un petit peu baissier, mais en tout cas on a l'impression d'être arrivé sur un nouveau plateau pour le prix du Bitcoin. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Et on va commencer directement avec la petite analyse en daily. Donc là on est sur Bitcoin USDT en daily. Première chose, on voit bien, alors ça c'est les bandes de Bollinger, ce que vous voyez en bleu. Les bandes de Bollinger qui resserrent très fort, elles ont déjà écarté un petit peu durant, il y a à peu près 2 semaines avec FTX. Elles ont écarté et là elles se resserrent mais hyper fort. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant le fait qu'elles se resserrent plutôt qu'à ce moment-là ou même à ce moment-là. Genre là vraiment elles ont fait une chute et ça annonce peut-être un retournement haussier ou baissier. Hein. En tout cas il y a un gros mouvement qui se prépare, mais plus ça compresse, plus il y a un gros mouvement. Vous voyez par exemple ici, on a compressé, on est sorti à la hausse, on s'est fait rejeter un petit peu, puis là on a fait un gros rejet sur la bande, qui nous a fait redescendre en bas des bandes de Bollinger, et ensuite on est vraiment descendu à la baisse, c'était compliqué. Donc là à voir ce qu'on fait, peut-être qu'on va venir descendre comme ici, pour faire croire qu'on va justement repartir à la baisse, puis pour remonter à la hausse, ou à l'inverse, peut-être essayer de remonter, pour ensuite redescendre. En tout cas, il y en a beaucoup qui parlent des 13 000 $. J'ai jamais vu autant parler de 13 000 $ qu'aujourd'hui, et c'est possible qu'on y aille, mais c'est aussi possible qu'on reparte à la hausse. C'est pour ça que il faut toujours essayer de DCA, d'investir petit à petit, etc. et de pas rentrer directement sur un seul point avec tout son capital. Au niveau du RSI en daily, on a une divergence haussière. Ça, c'est plutôt positif parce que j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de divergence haussière. Et vous voyez que ici on fait des points bas de plus en plus bas. C'est pas très flagrant, mais au moins ça a le mérite d'exister. Alors que là, on fait des points bas de plus en plus haut sur le RSI. Et ça, c'est très positif. Donc à voir. À court terme, on peut avoir un graphique qui est plutôt baissier, mais avec des indicateurs qui se contredisent. Vous voyez, là, on voit bien que c'est une espèce de tendance baissière. Et pourtant, on a une belle tendance haussière sur le RSI, qui peut annoncer justement un retournement. Et au niveau du MACD, la semaine dernière, je vous disais bientôt peut-être un cross bullish. On l'a fait, notre cross bullish. Et ce qui est marrant, c'est que ça dénote avec la gueule du marché, quoi. C'est-à-dire que là, vous voyez, depuis qu'on fait des bougies vertes sur le MACD, et on fait que baisser sur le coup. J'ai l'impression que tout veut dire tout et son contraire, quoi. Et que c'est un petit peu compliqué de déceler une tendance à la hausse ou à la baisse en ce moment. Et maintenant, on peut s'attendre à tout. Une news, un tweet, ça peut partir à la hausse comme à la baisse. Et plus à la baisse qu'à la hausse, j'ai l'impression. Passons en weekly maintenant. On peut passer en monthly aussi, parce qu'on est bientôt à la fin du mois. J'ai juste pas fait l'analyse monthly. Alors, bon, déjà, au niveau des bandes de Bollinger, ça resserre pas du tout. Pareil, au niveau du RSI, on a une grosse, toujours divergence haussière. Ça, c'est indéniable. Encore plus aujourd'hui que jamais. Ça, c'est dingue. Et le RSI, il est toujours sur des points bas. Franchement, les gars, le RSI, quand on regarde dans le passé, on va regarder sur le BLX. Aujourd'hui, on a 31 sur le RSI. Il a été très peu de fois au niveau des 31, le RSI. Là, vraiment, pour acheter, c'est un des meilleurs moments. Vous voyez, le RSI, il est depuis hyper longtemps dans la zone rouge. On a rarement été aussi bas sur le RSI pendant aussi longtemps. Voilà, divergence haussière, parce que le cours descend et le RSI monte. Donc ça, comme d'habitude, c'est très bien. MACD, il n'y a rien à dire. Le P-cycle, alors ouais, je voulais vous montrer le P-cycle indicator. Donc là, vous voyez, ça nous donne les highs et les lows. Et donc ça, c'est au niveau du P-cycle. Et quand on regarde dans le passé, le P-cycle avait souvent raison. Il avait souvent raison, notamment à ce moment-là, au niveau du bear. Il avait raison sur cette semaine, il avait raison sur ce top, il avait raison au niveau de ce bottom-là, au niveau de stop là, au niveau de stop ici. Et donc là, vous voyez que il a pas eu raison cette fois-ci. Et ça montre bien en fait que notre cycle est assez différent en fait de ceux qu'il y a eu les dernières années sur Bitcoin.
C'est ça qui est assez dingue. Et donc, vous voyez qu'il a prédit le top ici, et pour moi, il avait raison à ce moment-là. Pour moi, le top qu'on a fait ici, c'est à cause de l'engouement des NFT qu'on a eu. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'engouement des NFT, on serait soit redescendu ici, soit on aurait carrément continué à ranger ici, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on aurait fait un top, tac, et ensuite redescendu comme ça. Mais pour moi ici, ce top là, il n'était pas prévu entre guillemets, tout comme cette baisse là n'était pas prévue à cause de FTX. En fait, je pense qu'on a trop voulu, je pense que les baleines ont trop voulu manipuler le cours entre guillemets, mais elles n'ont pas calculé des choses, notamment la puissance des NFT et la puissance de FTX à ce niveau-là. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que plus on avance, plus j'ai le sentiment qu'on est sur le dernier mois de baisse de Bitcoin. Tous les mois, je me dis ça. Tous les mois, je me disais, par exemple, ici, au niveau de ce mois-là, je me disais, c'est sûrement le dernier mois, c'est peut-être le dernier mois. Là, je vois un autre mois de baisse. Je me dis, c'est peut-être le dernier mois. On va avoir encore un mois de baisse qui va nous amener à 13 000 $ pour le mois prochain. J'en sais rien. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est la pire clôture qu'on n'avait pas faite depuis novembre 2020. Et sachez que c'est à ce moment-là que je suis entré sur les cryptos et j'ai pas connu les cryptos en dessous de ça. Et je souhaite à tous ceux qui sont sur les cryptos aujourd'hui de pouvoir reconnaître cette phase euphorique. Et moi, déjà, je suis arrivé un petit peu avant que tout le monde n'arrive. Je suis arrivé en novembre 2020, vous voyez, il y a toute la hausse qui est arrivée là. La plupart des gens, ils sont rentrés, je pense, vers février. Et encore en 2020, en 2021, la plupart des gens sont rentrés en 2021, là où je suis rentré en 2020. Et j'ai, entre guillemets, connu aussi un peu cette hausse et cette euphorie. Mais je connaissais pas l'ampleur du marché crypto et je trouvais ça tout nouveau à l'époque. Et là, vu que je suis là depuis hyper longtemps, c'est presque 2 ans maintenant, et j'ai trop hâte de retrouver cette phase-là. Cette phase qui était vachement euphorique, tout le monde en parlait tout le temps. Je me rappelle du repas de Noël 2020. Et je sais pas en ce moment si vous passez un peu sur Twitter, mais je redoute tellement ce moment au repas de famille où tu sais, à tous les repas de famille derniers, t'as dit non, mais le Bitcoin il va être hyper haut fin 2021, etc. Et forcément, ils ont bien vu qu'il y a eu des problèmes sur les cryptos ces derniers temps. Et donc, ils vont dire alors, crypto millionnaire. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais ça va être tellement ça. Et je pense qu'on va tous vivre la même chose. Pour conclure un petit peu sur l'analyse du Bitcoin. Le marché il a chuté il y a 3 semaines à cause de FTX. Ça c'est un fait. Beaucoup ont capitulé. Nous avons atteint un nouveau support au niveau des 16 400. Enfin au niveau des 16 000 pardon. Ou est-ce qu'on s'attend encore à une chute au niveau peut-être pourquoi pas des 13 000 pour une toute dernière capitulation. Néanmoins je pense que si on l'atteint pas dans les 6 prochains mois, ça va être compliqué. Pour moi j'aurais du mal à y croire si dans les 6 prochains mois on n'atteint pas un 13 000 ou quoi et qu'on vraiment on stagne à 16 000 ou alors qu'on monte un petit peu. J'aurais du mal à croire à cette capitulation à 13 000. Et le problème qu'on a aussi, je suis en train de réfléchir, c'est que si on range trop à 16 000 et que tout le monde investit trop à 16 000, et ben c'est possible que pour le prochain bull run, on fasse pas des sommets encore plus hauts. Sur mon tableur Excel, en fait, il prend mon investissement en euros, il le met sur les crypto-monnaies et ensuite il convertit le prix en dollars des crypto-monnaies vers euros. Ce qui fait que j'étais genre à un moment, là je crois que je suis à 17% de plus-value sur mon portefeuille, malgré le fait qu'on ait pris des moins 70% dans la gueule et tout. Mais c'est en partie grâce au dollar. Parce que j'ai beaucoup investi quand l'euro était à genre à 1,10$. Quand on est passé au niveau de 1$ et 1 euro égale 0,96-95 centimes, là j'étais vachement en bénéf parce que du coup c'est comme si j'avais investi sur le dollar en gros. Et là du coup le fait vu que l'euro remonte par rapport au dollar, et ça me fait perdre un peu de plus-value vu que le prix de mes cryptos que j'utilise il est en euros. Et si jamais par exemple l'euro revient peut-être à 1,20$, peut-être que je serai plus en bénéf justement. Et la plupart de mes bénéfices en fait finalement ils n'ont pas été faits sur des cryptos mais ils ont été faits sur l'euro-dollar. En même temps quand tu sais que je suis rentré en décembre 2020 et que le Bitcoin était déjà à 20 000 $ et qu'aujourd'hui il est à 16 000 $, tu te dis bon il a perdu 4 000 depuis qu'il a investi, c'est normal que j'ai pas fait des gros des grosses plus-values et que je sois beaucoup en plus-value aujourd'hui quoi. J'ai regardé la vidéo de Iril hier. En temps de bull run, j'aurais fait putain, il faut que j'investisse dessus. Mais aujourd'hui, j'ai tellement pas confiance dans les petits alts ou alors dans les projets qui sont encore en construction parce qu'on est en bear market que j'ai peur d'investir dessus, tu vois. Si j'investis dessus, faut pas que je mette genre 10 balles ou 20 balles, tu vois. Même si ça pourrait faire un gros pactole par la suite. Après, ça dépend des teams, hein. Il y a des teams, c'est full Aptos, hein. Qui dit cassage de gueule dit opportunité. Ouais, mais opportunité sur quoi? C'est compliqué après de connaître les bons tokens, à quel moment rentrer, etc. Surtout en bear. Bon, après, Solana, ils se sont cassés la gueule, pas pour la même. Je sais pas si je pense que je l'ai déjà raconté, mais il y en a très peu qui. En gros, vous voyez ici, on est sur le graphique du Solana sur CoinMarketCap. Alors je sais pour ceux qui ont l'habitude de faire les trades, c'est pas très beau, mais vers le 26 décembre 2020, je venais de rentrer sur les cryptos, ça faisait à peu près un mois. Et Journal du Coin qui met une vidéo en ligne, le trade à ne pas louper, avec marqué en gros Solana, machin et tout. Je me dis putain c'est quoi Solana? Je vois que c'est sur Binance. Je me dis ok j'en achète. J'avais peut-être investi 100 $ sur les cryptos. J'ai peut-être mis genre 40 $ sur Solana. Je me dis parce que putain là ça va pump et tout machin. Je vais voir la vidéo et il dit il faut shorter Solana. Et je me dis putain mais le con shorter machin. En plus je me renseigne sur qu'est-ce que ça veut dire shorter parce que je savais pas ce que ça veut dire. Il dit putain le con, j'ai retiré tout sur Solana. Et après on connaît l'histoire, hein. Il est monté jusqu'à 236 $. En gros, si j'avais retiré au top le Solana, j'aurais pu repartir avec mon capital actuel x5. Vu que j'ai appliqué un conseil d'investissement de Journal du Coin, machin, etc., c'était ultra con. Et là, c'est vraiment une expérience de marché qui m'a fait apprendre que il faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit
sur les influenceurs, etc. Je me suis bouffé les doigts parce que c'est moi qui ai pris la décision. Voilà, j'en voulais absolument pas aux mecs qui ont fait la vidéo, tu vois. Mais c'est comme ça. Mais ce qui est pas mal en bullrun, ce qui était pas mal, c'est que dès que tu en avais parlé d'un token, tu pouvais rapidement aller faire tes recherches dessus, genre avis, par exemple, je sais pas, Aptos, avis Aptos ou alors Aptos Crypto, et ça t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur la crypto en question. Bon, je voulais partir avec moi un petit peu sur une petite news, comme quoi CZ provoque Coinbase. Avec 10% de tous les BTC, Coinbase fait taire les provocations de Changpeng Zhao. C'est marrant là, dès que j'ai lu ce titre, je me dis, oula, CZ, il est bien gentil, il veut commencer à aller taper sur tout le monde, mais bon, faut qu'il fasse attention quand même, parce que ça peut se retourner contre lui. Hein. Quand on parlait de CZ, plus j'ai l'impression qu'il veut couler tout le monde. Bah de fou. Je vous lis l'article. Changpeng Zhao a alimenté le FUD autour de Coinbase hier soir, avant de revenir, bon c'était pas hier soir, hein, c'était le 23 novembre, avant de revenir sur sa position après que Brian Armstrong a démonté son argumentaire avec des chiffres à la... En gros, pour vous résumer la situation, Grayscale qui a annoncé détenir 635 000 BTC auprès de Coinbase. Et Coinbase, d'après CZ, avait que 600 000 Bitcoin. Et derrière, il y a Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a dit « c'est faux ». Nous, on n'a pas 600 000 bitcoins, hein. On a 2 millions de bitcoins. Et là, certes, il a fait taire CZ, mais 2 millions de bitcoins, ça fait 10% de la supply du bitcoin. Coinbase, ils revendent tous leurs bitcoins d'un seul coup. Coinbase chute ou j'en sais rien. Ça fait moins 10% directement sur le cours du bitcoin. Mais après, il s'est quand même excusé, hein, CZ. Il a dit voilà, désolé, on va build ensemble avec Coinbase pour essayer de faire en sorte que l'écosystème soit plus transparent. Parce que vous voyez, on a un peu l'impression que Coinbase, il veut faire tomber tout le monde, mais qu'au final, lui, est un peu louche aussi. Après, lui, s'il donne le proof of reserve, c'est bon, tu vois. Mais comme s'il voulait faire tomber tout le monde en mode allez-y, tombez, regardez comment c'est des merdes. Sans qu'on s'aperçoive que lui, il a rien fait, tu vois. Intéressant en plus, il y a eu 74 votes. Bon, c'est pas aussi gros que CF ou quoi, mais depuis l'affaire FTX, vous checkez les prix des cryptos plus souvent, autant ou moins qu'avant. Je sais pas si vous avez répondu au sondage, mais la plupart des gens, en fait, ils regardaient les cryptos autant qu'avant. Très peu qui regardent plus souvent et beaucoup qui regardent moins qu'avant. Donc si on regarde réellement, on voit qu'il y a plus de personnes qui s'endorment un petit peu en ce moment sur le marché des cryptos que de personnes qui regardent plus souvent le marché des cryptos. Néanmoins, je pense que les gens qui regardent plus souvent le marché des cryptos, c'est justement à cause de l'affaire FTX. On fait un sondage début janvier, je crois qu'on reprend en plus le 2 janvier, je crois le lundi 2 janvier. On fait un sondage, je le posterai peut-être le 1er janvier. Et déjà, je suis sûr qu'il y aura déjà moins de votes. De une, il y aura moins de votes, à part si ma communauté s'agrandit, mais je pense déjà de une qu'il y aura moins de votes. Et de deux, que la plupart des gens seront dans le mois. Vous savez quoi? Clippez ça et mettez-le moi, mais... Envoyez-le moi sur Twitter. Je pense que on fait le même sondage. Et je vais pas mettre depuis l'affaire FTX, mais je vais regarder en ce moment pour checker le prix des cryptos. Plus souvent, autant ou moins. Je refais le même sondage. Ici, on a moins de 10%. Ici, on a peut-être, je sais pas, 50%. Ici, je pense qu'on a une quarantaine de pourcents, voire plus. Comme ça, je le garderai en stock. Et je ferai ça pour la première émission de 2023. Si, à mon avis, on est dans un range, les chiffres sont à peu près ce que je dirais, ce que j'ai dit. 10, 40, 50. Moi, je pense qu'on est dans le fond du bear, hein, parce que quand on voit que la plupart des gens regardent autant le prix des cryptos et certains moins, par exemple, moi, j'ai mis pour ma part, je regarde le prix des cryptos moins qu'avant. Je profite de mes proches, je prends du temps pour moi et j'essaie de penser à autre chose. Entre parenthèses, mon DCA investit pour moi. C'est un bull run qu'il faudra se réveiller pour revendre au bon moment. Parce que pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour acheter. Mais si t'achètes en DCA et que t'investis tout le temps, bon bah t'as pas trop de questions à te poser, tu vois. Moi, c'était assez spécial ma manière d'investir en fait. C'était assez particulier et je suis pas peu fier de moi en fait. J'ai fait quelque chose qui était plutôt safe. En gros, vous voyez là, c'était la montée de 2021 jusqu'en mai et tout. Tous les mois en fait, j'achetais. J'achetais pas. Je mettais 100 $, en fait, je déposais 100 $ sur Binance. Donc en gros, j'ai investi en février, j'ai investi en mars, enfin j'ai fait en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août et en septembre. Et en tout, j'avais près de 900 € investis. Ce qui fait que j'ai investi que pendant cette période-là. Et encore, je déposais 100 $. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, c'était sur le Bitcoin, mais le Bitcoin, il était en train de range. Pendant que tu avais des CHSB, par exemple, qui atteignaient des 1 $, tu avais des BNB qui faisaient des plus hauts encore, etc. Bref, ici, c'était un peu l'euphorie, c'était la grosse altcoin season. Donc là, j'ai vraiment pu profiter beaucoup. J'ai réinvesti pendant toute cette partie-là de baisse. J'ai réinvesti jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, j'ai pas investi pendant la hausse. Et là, je commence à réinvestir depuis à peu près mars. Ce qui fait que là, je réinvestis. 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 Ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais investi au niveau du top. Et là, je suis plutôt content d'avoir fait ça. Surtout que j'ai pu profiter de mes gains, mais j'ai pas revendu. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. C'est que j'aurais dû revendre à ce moment-là, quand j'avais des EGLD qui pumpaient jusqu'à 500 $ et tout. Et je pensais juste pas qu'on allait se prendre un gros retour de bâton. Et donc la sortie revente totale,
que tu envoies sur ton compte, c'est imposable. Je vais te montrer sur Paint comment ça se passe. Ça, c'est ton capital. C'est les actifs totaux qu'il y a sur tes cryptos. En bleu, c'est ton investissement de départ. En vert, c'est tes plus-values. Imaginons que tu y aies investi 1000 $. Si tu as investi 1000 $ et que tes plus-values, elles s'élèvent à 1000 $, tu as fait en tout plus 100% sur ton capital. Ton capital total, tes plus-values, elles s'élèvent pas à 100%. Elles s'élèvent seulement à 50% de ton capital, tu vois. Bah, en fait, toi, tu vas être imposé seulement sur cette partie-là, sur ces 1000 $. Imaginons que de ton capital, tu veuilles en sortir. Tu sors, par exemple, je sais pas moi, tu sors 300 $ par exemple. Tu sors, tu mets tout ça en banque. Tu remets tes cryptos en euros et puis tu les mets dans ta banque. Donc ça veut dire que, en fait, sur ce que tu sors de ton capital, donc déjà, bon, sur ton capital, il ne te restera plus que 700. Mais en gros, là-dedans, ce qu'on va compter, ça va être comme ici, en fait. On va compter la même part. Et bah sur les 300 $, 50% d'investissement de départ et 50% de plus-value. Donc en gros, 150 $ d'investissement de départ. Et en gros, toi, tu vas être imposé sur les plus-values que tu as sorties. Donc là, en gros, sur les 300 $, il compte 150 $ d'investissement total. Il n'y a pas d'imposition là-dessus. En revanche, tu es imposé là-dessus. Et tu es imposé sur tes plus-values que tu as sorties à hauteur de 30%. Tac. Là, tu es imposé à 30%. C'est un peu moche comment j'ai fait, mais ça va. Et donc 30% de 150, bah, ça fait 50 $. En gros, si tu as fait 50% de plus-value sur les cryptos et que tu sors 300 $, et bah, tu vas devoir payer 30% sur 50% de tes plus-values, donc sur 50% de ce que tu as sorti, c'est-à-dire 50 $. Donc en gros, quand tu sors 300 $, bah, tu sors en réalité que 250. Parce que tu as 50 € qui vont partir au fisc. Après, il y a juste un truc, c'est que si tu sors moins de 304 € par an de plus-value, eh ben tu n'es pas imposé. Merci à toi YouTube d'avoir regardé cette rediffusion, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Tous les réseaux sociaux de CF et les miens sont en description, donc voilà. Merci à toi et à la semaine prochaine. Salut.